s'est retrouvé à Muron, à peu près aussi nombreux, on cheminait les uns et les autres vers ce qui était à l'époque mon local de campagne. Et on y cheminait, vous le savez, vous vous en souvenez, avec ce sentiment du devoir accompli, parce que on avait fait une belle campagne. Et on avait quand même la boule au ventre. On y allait en se posant la question de savoir si ça allait passer ou pas. Et elle n'est pas là, et je me souviens de Martine Jean, et je l'embrasse à travers vous qui l'aurez peut-être au téléphone. Elle recevait les résultats des villages. Et puis ceux qui n'avaient pas bien voté pour moi au premier tour s'étaient mis à me mettre devant. Et elle me disait, je ne me suis jamais trompé, c'est bon. Je lui dis, mais là, tu as 2 villages, là. Et si j'évoque ces moments-là, c'est que je sais ce que je vous dois, à vous toutes et tous, qui m'avez accompagné. Parce que quand je discute, vous savez, de cette campagne des législatives avec un certain nombre de camarades battus, qui n'ont eu comme seul tort que de croire en leurs idées. Ils me disent que c'était une campagne très dure. Et moi, je leur dis, mais écoutez, j'en sais rien, moi, ça n'a pas été une campagne très dure. Il y avait du monde dans les meetings, je me suis déplacé partout, j'étais toujours accompagné. Et en plus de ça, j'avais des militants indulgents parce qu'ils m'entendaient 50 fois répéter la même chose, et ils manifestaient toujours la même surprise. Donc je voulais d'abord vous adresser des remerciements, et j'ai le plaisir de vous retrouver, là. Vous continuez de me donner l'énergie à l'Assemblée nationale que vous m'avez donnée ici sur le terrain. Et je sais toujours pouvoir compter sur vous, et vous avez cette qualité, c'est que vous me dites toujours la vérité. De temps en temps, la vérité oblige à entendre des choses pas très agréables. Alors vous me faites aussi des reproches, je les écoute, j'ajuste, je calibre, je reviens vers vous, ça allait là, un peu comme si j'avais beaucoup de parents, en plus, des miens. Et je sais que vous êtes toujours bienveillants. Je voudrais aussi avoir un mot parce que elle est là et je la vois, ma suppléante, qui a accepté de prendre son baluchon. C'était pas une évidence. Et qui a sillonné la campagne avec moi, ce qui fait que, pour de vrai, j'ai jamais été seul. Et elle a toujours été là avec son bon sens, les pieds dans la terre quand moi, de temps en temps, je partais un peu en vrille, elle me ramenait à la réalité. C'est une mère de famille, MAIRE, et c'est précieux de l'avoir encore là, puisqu'elle nous remonte beaucoup de choses. Je voudrais remercier Olivier Faure d'être là, et dire à Olivier que je mesure la chance que nous avons au groupe socialiste Nouvelle Gauche, les socialistes, je vous assure, la chance qu'on a de l'avoir comme président de groupe, parce que c'est un président qui crée de la cohésion, qui crée de la confiance, qui fait confiance, qui crée l'envie de travailler ensemble, et après les épisodes un peu compliqués du dernier quinquennat, avoir quelqu'un de ta qualité, de ton humanité et de ta compétence, je te le dis, c'est précieux, et voilà. Et moi je souhaitais que tu sois là parmi nous aujourd'hui pour que les copains te connaissent. Donc, vraiment merci beaucoup, je vous demande quelques mots de politique quand même. Parce qu'on ne va pas avoir que des mots gentils. Et notamment pas que des mots gentils à l'endroit de ceux dont nous sommes l'opposition. Et nous avons choisi d'être l'opposition. Vous savez, certains aujourd'hui, on se promène sur les marchés et nous disent finalement, moi j'ai pas voté pour ça. Ils ont voté Macron, maintenant ils expliquent que c'était pas le bon choix. Un peu, d'ailleurs dans quelques mois je crois, après l'élection de Nicolas Sarkozy, on ne trouvait plus un électeur qui avait voté Sarkozy. Enfin, il y avait qu'un qui était élu. Je prétends que dans quelques mois, on n'aura plus un électeur qui prétendra avoir voté pour Emmanuel Macron, parce qu'il a montré son vrai visage. C'est la politique de quelques-uns en faveur de quelques-uns. C'est
prendre acte du fait qu'il y a les gagnants et les perdants de la mondialisation. Les gagnants, qui sont assis sur un capital social, culturel, pour lequel la mondialisation offre évidemment des opportunités immenses, et puis de l'autre, tous ceux qui vivent le déclassement pour eux, et pire sans doute pour leurs enfants. Et au lieu de se dire que ce pays coupé en deux est injuste, qu'il est une insulte faite à la promesse républicaine d'égalité, à nos idéaux, eh bien, il s'évertue à le conforter. Parce que la réalité objective de ce qu'est En Marche, c'est que c'est la rencontre, vous le savez, d'une domination culturelle, celle du libéralisme, dont il est le primus inter pares, et puis d'une exaspération que, pour un certain nombre d'entre nous, nous avons partagé, nous partageons peut-être encore vis-à-vis d'un certain fonctionnement de parti. Mais au-delà de ça, c'est un homme qui appartient à ses bookmakers. Souvenez-vous quand il s'est agi au moment de premières esquisses de ce que serait la loi de finances, quand il s'est agi de décaler la suppression de l'ISF, eh bien, il ne s'est pas passé 3 jours avant que ça revienne, tout au début de l'agenda. Et d'ailleurs, dans le budget que Stéphane Quin a évoqué, dont nous allons débattre, on s'aperçoit que les cadeaux pour les riches, c'est tout de suite, 4,5 milliards, et que, en revanche, les revalorisations des minima sociaux, la suppression de la taxe d'habitation, c'est sur 3 ans. Si bien que quand En Marche brandit, vous savez, son petit bréviaire jaune, pour expliquer que c'est le budget du pouvoir d'achat, on a tous les moyens de le démentir. En lui disant que ce qu'il donne d'une main, au plus grand nombre, il le reprend de l'autre. Lorsqu'il baisse de 3 milliards d'euros la taxe d'habitation, d'un côté, il récupère 3,7 milliards de taxes sur le diesel. Lorsqu'il augmente la CSG au 1er janvier, il baisse les prestations, il baisse les cotisations seulement à la fin de l'année, si bien que, pour l'essentiel des Français, on sera une augmentation d'impôts l'année prochaine de près de 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros, une fois de plus, le cadeau fait aux plus riches. Alors c'est vrai, on a souvent reproché, on dit, vous savez, on a un président, François Hollande, qui n'aime pas les riches. Enfin, on en a trouvé un qui n'aime pas les pauvres. Et tout, dans la politique d'En Marche, de cet exécutif, du président de la République, nous ramène à ça. Il y aura demain, non seulement vous avez les insiders et les outsiders, ceux qui ont un emploi et ceux qui n'en ont pas. Il y aura aussi ceux qui travaillent dans les petites entreprises avec des petits droits sociaux, ceux qui travaillent dans les grandes entreprises avec de meilleurs droits sociaux parce que c'est ce qu'autorisent les ordonnances. Il y aura ceux qui vivent à la campagne, qui se chauffent au fioul, qui sont dans des passoires énergétiques, qui peut-être habitent dans des logements sociaux dont on ne pourra plus, parce qu'on fait les poches aussi du logement social, assurer un entretien convenable. Et puis, il y aura ceux qui vivent dans les villes, dans un entre-soi économique, social, culturel. Et puis, il prend le risque de consolider durablement une France coupée en deux dans laquelle cette dualité économique, sociale, elle se doublera d'une dualité politique avec d'un côté ceux qui vont voter, peut-être pour élire En Marche longtemps, et puis ceux qui n'iront plus, ou quand ils y retourneront, ils iront pour faire le choix d'une nouveauté qui pourra être radicale et dangereuse. Et au milieu de tout ça, on s'en rend compte tous les jours, on a besoin de nous. On a besoin des gauches. On a besoin d'une opposition. Et c'est vrai que les premiers mois sont compliqués. On nous a dit parfois, mais on ne vous entend pas, vous êtes inaudible. On n'entend que Jean-Luc Mélenchon. Et répondant à cette interpellation, Olivier, on a été nombreux à devoir y répondre. Mais d'abord, nous ne rentrons pas dans l'opposition de la même manière que la France insoumise. Nous y rentrons par une défaite considérable. Ils y rentrent d'une certaine manière par une victoire. Ils n'avaient aucun député, ils en ont 17. Ils ont leur corpus doctrinal, ils sont tous d'accord là-dessus. Et ils ont leur chef. Nous avons tout à reconstruire. Et les premières semaines, les premiers mois même, de ce nouveau mandat parlementaire, la première des questions qu'on se pose, c'est de savoir s'il est légitime de s'opposer. Est-ce qu'après une telle débâcle, on a encore le droit de dire que l'on n'est pas d'accord? Est-ce que l'on a le droit encore de parler? Cette question, la
traverse les partis politiques, mais elle traverse aussi les organisations syndicales, qui n'ont pas envie d'être renvoyées dans le vieux monde, et qui ont cette difficulté à se positionner. Cette question, elle traverse aussi les journalistes, auxquels Emmanuel Macron renvoie l'idée que s'ils ne sont pas avec lui, ils sont contre la France. Et d'ailleurs, mesurez bien cette tentative permanente de disqualifier toute forme d'opposition. Alors, le président l'a qualifié avec ces mots. C'est parfois des extrémistes, des feignants, des gens qui foutent le bordel. Et si j'en crois la presse allemande ce matin, nous serions les uns et les autres jaloux, et nos désaccords ne seraient que la manifestation de cette jalousie. Alors je vous le dis, nous on a fait le choix d'être une opposition que nous avons essayé de qualifier en quelques mots. D'abord une opposition intransigeante, à chaque fois qu'il en ira de la justice, à chaque fois qu'il en ira de la République, à chaque fois qu'il en ira de l'égalité. On sera une opposition responsable parce que, à la différence d'autres oppositions, nous ne proposons pas n'importe quoi. Quand on fait un contre-budget, c'est un contre-budget sérieux, un contre-budget de justice qui se préoccupe de lutter contre les inégalités, de soutenir la croissance, et pas seulement de verser les dividendes à ceux qui ont investi dans un candidat. On est responsable aussi parce que nous sommes Européens, ce qui ne nous empêche pas de regarder l'Europe en face, avec ses faiblesses, avec ses dysfonctionnements. Et on doit avoir la capacité de dire que dans ce monde incertain et dangereux, avec l'Amérique de Trump, la Russie de Poutine, l'Inde de Modi, eh bien on a besoin que l'Europe forte prenne ses responsabilités. Et si ces responsabilités, nous ne devons les prendre qu'à quelques-uns, construire une Europe avec ceux qui en veulent, eh bien qu'à cela ne tienne, nous le ferons. Et puis nous sommes aussi une opposition imaginative. Nous avons besoin de reconstruire un espace politique. Et nous le faisons progressivement à travers les positions que nous prenons à l'Assemblée, que nous prenons dans les médias, pour construire une offre alternative avec quelques grands principes. Celui de la lutte résolue contre les inégalités en est une, parce que c'est insupportable de voir les inégalités prospérer dans notre pays, la pauvreté croître, parce que c'est très dur d'être pauvre dans un pays riche. Nous avons rencontré avec les parlementaires socialistes des associations nationales qui travaillent sur l'insertion, comme nous l'avons fait avec les parlementaires, avec Xavier ici. Et nous avons pu pour parler non seulement du plan pauvreté qui va être présenté, mais pour parler des contrats aidés. Et je voudrais terminer peut-être là-dessus. Elles sont évidemment dans un désarroi considérable, et surtout elles sont dans une colère noire. Parce que cette question des emplois aidés, au fond, est un résumé saisissant de ce qu'est ce gouvernement. Un gouvernement qui est un gouvernement d'idéologues et de petits comptables. De petits comptables parce qu'il y a des coups de rabot faits sans discernement, sans prendre en considération les conséquences. Et puis un gouvernement d'idéologues parce qu'ils sont contre les emplois aidés. Ils considèrent que ce sont de faux emplois et donc ils préfèrent faire de vrais chômeurs. Et ils manifestent là un mépris considérable pour ce qu'est la France, ce pays dont je ne suis pas certain que le président le connaisse si bien que cela. Un pays fait de gens qui se mobilisent, qui s'engagent, qui prêtent leur épaule à ceux qui en ont besoin. Un pays qui sait tendre la main à ceux qui souffrent. Qu'est-ce que ce gouvernement renvoie aux gens qui occupent ces emplois aidés? Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit votre travail est inutile, vous l'êtes donc vous-même, donc vous ne faites rien, et si vous ne faites rien, vous n'êtes rien. Voilà tout ce qui nous distingue de la République en marche. Nous ne croyons pas au destin de perdants, et nous croyons à l'égalité. Merci à vous. Et je sais que je vais descendre là, t'as pas parlé de l'association des amis de
Sandrine Manueli. Donc j'en parle en vous disant que vous avez une petite urne là-bas, que notre souhait est de pouvoir avoir un monument qui rappelle Henri, et que nous avons conçu comme un hommage permanent, mais la possibilité d'être sous son regard à tout instant. Voilà. On ne sentira pas les coups de pied aux fesses, mais si on ne marche pas droit, on aura au moins un regard réprobateur. Donc voilà, je vous demande de soutenir cette initiative et de remercier ceux qui